Quand on a vu le trailer, tout le monde a chié dessus. Je connais pas une seule personne. Et ça s'est pas arrêté, hein. Premières images, mais il ressemble pas à ça, c'est n'importe quoi. Premier poster, mais c'est de la merde. Et nous aussi, on était un peu. Et nous aussi, effectivement. Dans cet emballement de vieux con. Moi, j'y suis allé en me disant que ça allait être de la merde. Ah, pareil, ouais. Parce qu'on a été conditionné par ça. Je veux dire, tout le monde chiait dessus. Tout le monde. C'est bien. Moi, ce film m'a mis dans le Blockstone, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais. Étiqueter un film, le limiter à un genre bien précis, le ranger dans des petites cases. Ne mentez pas, on le fait tous. On a tous eu des préjugés sur un film avant de le voir, que ce soit à cause de ses affiches, ses bandes-annonces plus ou moins ratées, ou d'articles à son sujet. Vous savez, avant de réellement voir le film Autant n'emporte le vent de Victor Fleming, j'étais persuadée que c'était une bluette ou une jeune femme du nom de Scarlett O'Hara devait attendre le retour de son fiancé Red Butler, parti pour la guerre. Et si vous avez vu ce film, vous devez savoir à quel point j'étais à côté de la plaque. En même temps, Autant n'emporte le vent a plus été vendu comme une romance à l'eau de rose que comme une fresque historique. Enfin, une fresque historique fantasmée, mais historique quand même. Puisque le cœur de l'histoire n'est pas tant une histoire de cœur, mais plutôt des ravages de la guerre de sécession. La guerre de sécession, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est compliqué. C'est l'issue d'un mélange de conflits religieux, politiques, sociétaux et de... Laisse-moi deviner, c'était pour le fric, c'est ça ? Globalement oui. Pour vulgariser un peu, je dirais juste que les États du Nord formant l'Union étaient principalement industriels, avec une production notamment de charbon, alors que les États confédérés du Sud étaient principalement agraires, avec une production notamment de tabac et de coton. Deux mondes donc complètement opposés, avec un climat, un mode de vie et une économie radicalement différents. Et au final, l'Union a remporté la guerre contre les États confédérés du Sud. En ce qui concerne Autant n'emporte le vent, bien que la vision de ces deux mondes opposés soit extrêmement romancée, il est intéressant de voir comment ce film retranscrit la chute du Sud. La chute d'une époque désormais révolue, tout comme le Guépard de Visconti a dû mettre en image la chute de la noblesse italienne. I tell you, Ashley, the South is dead, it's dead. The Yankees and the carpetbaggers have got it and there's nothing left for us. Je m'intéresserai donc à la façon dont le film représente la mort du Sud, et aussi à la façon dont les personnages d'Autant n'emporte le vent font leur deuil de ces temps révolus. On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Autant n'emporte le vent raconte les mésaventures de Scarlett O'Hara, fille de riches propriétaires d'une plantation de coton dans un des États confédérés. Très coquette, elle cherche à attirer l'attention de tous les jeunes gentlemen du Sud, sauf Red Butler, un homme de mauvaise réputation qui s'amuse à la taquiner. Mais seul un homme semble réellement faire battre son cœur, Ashley Wilkes, qui lui annonce son mariage avec sa cousine Mélanie. La guerre civile éclate à ce moment-là, et la belle Scarlett connaîtra rapidement la terreur, la mort, la pauvreté, la famine. Déterminée à survivre et vivre pleinement dans ce monde devenu hostile, elle jurera que sa famille et elle ne connaîtront plus jamais la faim, quel que soit le prix à payer. Le film Autant n'emporte le vent est certes très long, mais il est divisé en plusieurs parties. On voit ce qu'était le Sud avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et on peut déjà dire que les paysages ont profondément changé, tout comme les valeurs du vieux Sud. Le début du film nous montre Tara, la propriété des O'Hara, avec son herbe verdoyante, ses arbres élégants et ses fleurs éclatantes. Le tout malgré un climat très chaud, parfois étouffant. Et non seulement la flore est magnifique, mais en plus il y a pas mal d'animaux en liberté, comme des chiens, des chevaux, des oies, et même des putains de paons. De la même manière, 12 Oaks, la propriété d'Ashley Wilkes, est certes moins fleurie, mais plus imposante et respire le luxe. Beaucoup plus tard, la ville d'Atlanta nous est présentée. On n'en voit pas grand-chose avant qu'elle soit touchée par la guerre, mais le peu qu'on peut voir nous laisse l'impression d'une ville tranquille et propre sur elle malgré la forte population. Les dîners mondains montrent qu'Atlanta est une ville riche et raffinée. Mais une fois la guerre perdue, les paysages du Sud se transforment. Tara devient morne et asséchée, la maison luxueuse de 12 Oaks a brûlé, et Atlanta, en pleine reconstruction, devient poussiéreuse et désordonnée. Les couleurs tirent plus vers le gris, alors qu'auparavant, le vert et le jaune prédominaient. C'est comme si le Nord, plus industriel et noirci par le charbon, avait gangréné le Sud, plus bucolique et verdoyant. Ces préjugés du Sud contre le Nord, réputé industriel et sale, sont très classiques.
Le roman industriel Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell parle précisément des préjugés qui déchirent le Nord industriel et le Sud campagnard. Mais en Angleterre cette fois. Et même en France de nos jours, on a des clichés comme quoi il ferait bon vivre au Sud et les grosses villes du Nord seraient stressantes, moches et grises. Les paysages du Sud sont donc détruits ou corrompus par le Nord. Mais ce qui signe définitivement la mort du Sud dans Autant n'importe le vent, c'est la perte de ses valeurs. Les principales valeurs du Sud, selon Autant n'importe le vent, seraient les suivantes. 1. Les hommes doivent toujours protéger les femmes. 2. Les femmes doivent garder leur vertu à tout prix. 3. Rien ne sert de se presser, il faut prendre son temps. 4. Chacun doit garder son rang, c'est-à-dire que les esclaves travaillent au champ et les maîtres supervisent leur travail. Je sais, ces valeurs peuvent nous paraître archaïques, voire condamnables, mais restons neutres sur la question et observons comment le film montre leur chute, ok ? Après la guerre, les hommes sont tellement paumés que les femmes doivent agir à leur place. Scarlett se sent contrainte de se prostituer auprès de Ruth Butler pour payer ses impôts qui la forcent à trouver des solutions dans l'urgence, et n'ayant plus d'esclaves, les anciens maîtres doivent cultiver eux-mêmes leurs terres. C'est QFD. On remarquera que les soi-disant valeurs du Sud, plutôt relatives à la société, doivent être mises de côté pour laisser la place aux soi-disant valeurs du Nord, qui tourneraient plutôt autour de l'argent. Tout le monde doit travailler et payer l'impôt et penser de façon individualiste. Oui, en fait, Autant n'importe le vent est une grosse critique du capitalisme. L'exploitation des travailleurs, les profiteurs qui s'enrichissent sur le dos des pauvres gens, voilà ce que dénonce le film. Bon, d'aucuns diraient qu'on pourrait faire exactement les mêmes reproches à ceux qui soutiennent l'esclavage, mais on n'a jamais dit que le film devait être cohérent. Cette chute des valeurs du Sud, remplacée par les valeurs du Nord et le capitalisme, va profondément impacter les personnages. Chacun va réagir, ou non, à sa manière. Car face à la mort du Sud, il va falloir rebondir. Faire le deuil du Sud. Accepter les paysages et les valeurs du Nord. Laisser le passé derrière soi pour survivre dans un nouveau monde qui nous est désormais hostile. Voilà de quoi parle également Autant n'importe le vent, qui décidément n'est pas la petite bluette ridicule qu'on pourrait croire. Et si certains n'arrivent pas à s'adapter, d'autres y arrivent un peu trop bien. La grande majorité des personnages sudistes restent trop nostalgiques de leurs vieilles habitudes et du faste du Sud. Ashley, par exemple, ne cesse de se morfondre, de se plaindre d'être inutile dans le nouveau monde et de ne pas se sentir à sa place. Mais deux autres personnages d'Autant n'importe le vent sont de bons exemples de sudistes n'arrivant pas à faire leur deuil du vieux Sud. Mamie, tout d'abord. Elle était la gouvernante de la maison O'Hara, dirigeant les esclaves de maison d'une poigne de fer et s'assurant que les filles O'Hara soient en bonne santé et bien élevées. Miss Scarlett, Miss Sue Ellen, you all behave yourself. Et après la chute du Sud, force est de constater que Mamie n'a pas changé d'un pouce. Elle est toujours aussi autoritaire quand il s'agit de protéger les O'Hara, et elle est toujours aussi à cheval sur les conventions et l'étiquette, ce que doit faire ou ne pas faire une dame du Sud. Elle n'est plus esclave depuis la chute du Sud, elle est libre. Et elle choisit en toute liberté de rester quand même au service de Scarlett, montrant qu'elle ne veut pas se défaire des vieilles habitudes sudistes. C'est donc à travers cet entêtement que les valeurs du Sud subsistent encore, même si faiblement. Cet acharnement la rend presque ridicule par moments, à râler lorsque les vieilles conventions ne sont pas respectées, alors que clairement, la guerre a changé la donne. Mais force est de constater qu'on lui pardonne complètement d'être aussi obstinée à vivre comme sous l'ancien Sud, car Mamie est une des femmes les plus respectables et adorables du film. Celle qui remporte la palme de la femme la plus généreuse et respectable du film reste cependant Mélanie, avec son comportement de sainte naïve, frisant parfois la bêtise. But Aunt Kitty, you know Scarlett came here only to help raise money for the cause. It was splendid of her to make a sacrifice. Anyone would think to hear you talk that she came here to dance instead of to sell things. En bon cliché de la Belle du Sud, Mélanie fait preuve d'une générosité sans limite, depuis le don de son alliance pour soutenir les soldats, jusqu'aux longues supplications pour que Rhett accepte les obsèques de sa fille. Le problème, c'est que la générosité, ça permet pas de survivre à une guerre. N'arrivant pas à oublier les valeurs qu'on lui a apprises, Mélanie devient un véritable boulet pour Scarlett, dont elle est complètement dépendante. De constitution physique fragile, elle ralentit la fuite de Scarlett et de la servante Prissy parce qu'elle est trop malade pour voyager. Soyons clairs, sans la protection de Scarlett, elle serait morte 100 fois. Et même après la guerre, elle est un poids financier pour Scarlett, à distribuer le peu de nourriture qu'elles ont aux soldats. Bref, Mamie et Mélanie ont beau avoir des principes bien ancrés et honorables,
Leur incapacité à faire leur deuil du vieux Sud aurait causé leur perte si Scarlett et Rhett ne les avaient pas prises en charge, et s'ils n'étaient pas parvenus à s'adapter eux-mêmes au changement. Et voici nos deux héros, mesdames et messieurs. Ou plutôt nos deux anti-héros. Je ne ferai pas la même erreur qu'un certain youtubeur qui a fait 2 vidéos de quasi 1 heure chacune pour expliquer, entre autres choses, que Scarlett est une héroïne détestable. No shit, Sherlock! Soyons clairs, une bonne fois pour toutes, le film ne glorifie pas Scarlett O'Hara et Rhett Butler, au contraire, ce sont des anti-héros. La plupart de leurs actions et comportements sont critiqués par le film. C'est pas faute d'avoir des dialogues pour nous le rappeler. Sir, you are no gentleman. And you, miss, are no lady. I am neither noble nor heroic. I'm afraid of dying. I'm going to hell. Mais voyons plutôt comment ils arrivent à faire leur deuil du vieux Sud, et l'impact que ça a sur eux. Déjà, les deux personnages sont très semblables de caractère, comme le souligne souvent Rhett. Ils sont méprisables, car égoïstes, égocentriques et sans réel scrupule, mais parviennent à charmer leur entourage sans problème. Leur avantage est d'être rusés. Ils comprennent donc assez vite comment fonctionne le système capitaliste du Nord. Rhett avait fait des affaires avec les nordistes et arnaqué le Sud pendant la guerre, car il avait parfaitement compris les ficelles du capitalisme. Quant à Scarlett, la perte du Sud lui a appris à épouser un homme pour son argent, à employer des détenus pour ne pas avoir à verser de salaire à ses employés, et à faire des affaires avec les nordistes. Ashley, Frank et Mélanie désapprouvent cette conduite. Mais force est de constater que quand Scarlett essayait de gagner honnêtement sa vie, en faisant pousser elle-même du coton, les nordistes la faisaient crouler sous les impôts juste pour pouvoir racheter ses terres. Les nordistes ne jouant pas franc jeu, elle s'est adaptée au système en truandant aussi. Ce qui s'est avéré payant dans tous les sens du terme, puisqu'elle n'a pas eu à vendre Tara, et elle a pu mettre sa famille à l'abri. Mais comme le film cherche à critiquer les valeurs capitalistes, bien évidemment, Rhett et Scarlett vont payer cher leur truandage. Ces deux personnages n'étaient déjà pas des saints à la base, c'est sûr. Mais lorsqu'ils se marient, une véritable descente aux enfers s'amorce. Scarlett est fragilisée par la mort de sa mère, son père et ses deux maris, et elle tombe dans l'alcoolisme. Rhett sombre également dans l'alcoolisme, en raison de l'incapacité de Scarlett à l'aimer, elle qui n'a Dieu que pour le bel Ashley Wilkes. Ils ont beaucoup d'argent, et le dépensent de façon extravagante, mais leur richesse n'a rien à voir avec l'élégante richesse du Sud. Leur demeure est sombre et froide, leurs vêtements ridiculement luxueux, et leur comportement est de plus en plus grossier, même en public. Rhett en devient même violent physiquement. Tous deux tombent dans tous les excès et les abus, de la même manière que le Nord serait excessif et abusif, un monde de débauche. C'est pourquoi Autant n'emporte le vent n'est pas une romance heureuse, ni un film historique. Il est à la fois un drame romantique, une fresque historique, un film de guerre, et vu tout ce que je viens de dire, il est également une satire sociale. Mais même ça, ce serait limité Autant n'emporte le vent à de petites cases étroites, lui qui est pourtant si riche et plein de nouvelles interprétations. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça qui en fait un classique ? Le fait qu'il soit non seulement bien réalisé et marquant visuellement, mais aussi son côté inclassable, au même titre que Citizen Kane, 12 hommes en colère, ou Pierrot le fou. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il est impossible de juger certains films uniquement à leur affiche, leur bande-annonce ou à ce qu'on dit d'eux. Regardez les films, soyez curieux, faites le pas, même si vous partez avec un mauvais a priori. S'il le confirme, au moins vous êtes fixé. Et s'il ne le confirme pas, laissez-vous surprendre.